Émission Droit et Devoir, nous sommes heureux de vous savoir à notre écoute pour la suite de l'implémentation du Code pénal du Togo. Messieurs, dames, une fois encore, bonjour. Partout où vous nous écoutez dans le monde, je suis Philippe Adika pour l'animation. Et notre invité de tous les jours, c'est Madame Odette Donga Nzonou, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Madame, bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais bien et vous-même? Je me porte à merveille également. Ah, je rends grâce à Dieu. L'émission Droit et Devoir vous retrouve encore aujourd'hui. On va commencer d'abord par les salutations qui vous sont chères. Merci, comme je le dis toujours, et la première personne à qui je m'adresse, c'est à Dieu. Une personne imaginaire, mais qui est toujours dans ma vie. Et je peux dire que c'est grâce au Seigneur, grâce à Dieu, que vous et moi, nous sommes en bonne santé et que cette émission arrive à être animée, parce que certains aujourd'hui n'ont pas pu se lever, d'autres oui, ils se sont levés, mais ils sont dans l'incapacité de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Et pour nous, c'est la grâce de Dieu. Donc, nous devons tout. Merci au Seigneur. Mes remerciements iront au chef de l'État pour sa politique de paix, paix sans laquelle rien ne peut marcher. Sans la paix, nous ne pouvons pas vaquer librement à nos occupations. Je pense que, et depuis votre maison jusqu'ici, vous avez circulé librement et vous êtes arrivé ici. Si nous étions en temps de guerre, je pense que cette émission n'aura pas lieu. Donc, merci au chef de l'État pour cette politique. Nos remerciements iront également au DG de Radio Maranatha pour son dévouement et pour tout ce qu'il fait en faveur de l'information, de la sensibilisation du peuple togolais et aujourd'hui de la population du monde entier, parce que aujourd'hui nous sommes écoutés de par le monde. Mes remerciements vont également aux journalistes Ahatefou, que j'appelle affectueusement Aristo. Aristo, merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est grâce à toi que cette émission est écoutée de par le monde, grâce à YouTube et aux réseaux sociaux et partenaires WhatsApp et Facebook. Mes remerciements vont également à vous, les collaborateurs du DG de la radio Maranatha. Lui seul, avec sa vision, ne pourra arriver si vous n'étiez pas à ses côtés pour l'aider et l'accompagner. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais faire un petit clin d'œil à Tata Angèle, journaliste, et elle a l'habitude d'écouter cette émission et elle m'a dit que très souvent elle prend cette émission, elle écoute et elle tire des leçons qu'elle arrive à inculquer à ses auditeurs. Merci Tata Angèle, merci pour toutes ces questions d'éclaircissement, merci aussi d'éveiller les consciences. Mes remerciements vont également à tous les auditeurs de Radio Maranatha, à nos auditeurs qui nous suivent sur YouTube et WhatsApp, ceux qui ont l'habitude de nous appeler pour nous réconforter, pour nous soutenir, et ceux qui envoient des questions pour avoir des éclaircissements, pour nous permettre d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Merci à vous tous. Et je m'en vais exhorter ceux qui n'ont pas encore écouté cette émission de faire tout et tout pour pouvoir l'écouter, pour que l'ignorance ne les tue pas. Merci. Merci à vous infiniment, Madame, pour ces mots que vous venez de placer. D'entrée dans notre pays, le Togo, l'opération de révision des listes électorales a officiellement débuté ce lundi 7 avril dans la zone 1, cette zone qui couvre la région maritime et la préfecture de Haro. Exactement que
vous êtes impliqué personnellement dans cette opération. Je voudrais que vous placiez un mot par rapport à comment les choses ont débuté. Merci beaucoup. Et dans le cadre de la révision des listes électorales, en tant que présidente de la CELI Aguaynivé 4-6, donc je m'occupe de Toglekopé et d'Adétikopé. Donc je fais partie des CELI de la zone 1. Donc les opérations ont commencé effectivement le lundi 7 avril 2025 et prendront fin le mercredi 9 avril 2025 et concerne, comme vous l'avez dit, la région maritime et la préfecture de Haro. Donc, notre préfecture est dans la zone 1 et Lomé, où j'officie actuellement aussi, est dans la zone 1. Donc, du lundi 14 avril au 16 avril 2025, les opérations vont se dérouler dans la zone 2. La zone 2, c'est quelle zone? Ça concerne la région des plateaux et les préfectures de Blita, de Sotoubois et de Tchamba. Et du lundi 21 avril au mercredi 23 avril 2025, les opérations auront lieu dans la zone 3. La dernière zone concerne les régions des Savanes et de la Kara, et aussi la préfecture de Tchaoudjo et de Mo. Ce sont les préfectures de la région centrale. Donc voilà. Maintenant, quels sont ceux qui sont concernés par cette révision du fichier électoral? Donc et ceux qui sont concernés, nous avons d'abord ceux qui viennent d'avoir 18 ans révolus, c'est-à-dire les jeunes qui en 2023 n'avaient pas 18 ans révolus. Aujourd'hui, ils ont 18 ans, ils peuvent aller se faire des cartes d'électeurs. Nous avons aussi ceux qui avaient déjà 18 ans en 2023 et n'ont pas eu la chance de se faire enrôler en 2023. Ils avaient déjà 18 ans, hein. Et donc aujourd'hui, ils ont la possibilité d'aller se faire enrôler sur le fichier électoral. Nous avons aussi ceux qui ont été enrôlés en 2023 et qui ont perdu leur carte d'électeur. C'est-à-dire, vous avez été enrôlé en 2023, vous aviez une carte, mais vous ne savez pas où vous l'avez déposée, où vous l'avez égarée, et donc vous êtes en droit d'aller vous faire un duplicata. Nous avons ceux qui ont changé de domicile ou qui veulent qu'on leur fasse un transfert. Et je donne l'exemple de quelqu'un qui vivait à Atakwame et il a été affecté, ou bien il était étudiant, il était élève à Atakwame, mais aujourd'hui il est étudiant à Lomé. Donc il peut demander le transfert sur Lomé. Donc voilà, je voudrais relever et là parce que c'est très important, parce que lorsque nous sommes allés sur le terrain pour la supervision, nous avons constaté qu'il y a certaines personnes, certains électeurs qui ont déjà la carte d'électeur de 2023, mais qui, soi-disant, et que la photo qui se trouve sur la carte d'électeur n'est pas jolie, que ça ne leur ressemble pas bien, ou soit peut-être que la carte est un peu écorchée ou abîmée et qu'ils veulent qu'on leur refasse de nouvelles cartes. Actuellement, il y a de l'affluence. Si vous voulez bien, allez rester dans les rangs du matin jusqu'au soir pour se faire un duplicata, alors que vous avez la chance d'avoir une carte d'électeur. Pardon, laissez les autres qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se faire enrôler. Je voudrais appeler les électeurs des zones 2 et 3, puisque la zone 1, nous sommes le dernier jour pratiquement. S'il n'y a pas de
prorogation, c'est-à-dire si on ne donne pas un autre jour pour aider ou 2 jours pour aider à continuer, ça veut dire que nous, dans la zone 1, nous sommes en train de finir, mais ceux qui sont dans la zone 2 et 3, je voudrais leur demander, pour ceux qui n'ont pas encore les cartes, ou ceux qui les ont perdus, ou ceux qui veulent les transferts, ou ceux qui viennent d'avoir 18 ans, de sortir massivement et de se faire enrôler, parce que ça compte, parce qu'il faut être enrôlé pour pouvoir accorder votre voix à votre candidat. Les élections municipales, c'est pour bientôt. Je vous remercie. Merci à vous également pour les éclaircissements et appels qui est donc fait aux concernés qui se connaissent bien sûr. On ne va plus aller encore beaucoup plus en détail sur cette information. Voilà, nous allons poursuivre avec notre code pénal. On s'était arrêté sur l'article 152. C'est 164. 164. Le crime de génocide, on a enlevé, on a dit, c'est bon quoi. D'accord. D'accord. C'était là où on s'est arrêté sur le dernier numéro. Voilà. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui du chapitre 2 des atteintes à la vie de la personne. Section 1 des homicides volontaires. D'accord. Paragraphe 1 du meurtre et de l'assassinat. Article 165. Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il est puni d'une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Bon. Vous avez décidé d'enlever la vie de quelqu'un. Voilà, je vais expliquer. C'est-à-dire qu'on dit le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort. C'est-à-dire que vous avez voulu tuer la personne. C'est-à-dire les actes que vous avez accomplis là, c'était pour tuer la personne là. Donc ce qui signifie que si vous n'êtes pas arrivé, si vous n'avez pas pu tuer la personne, ou si la personne n'est pas morte, c'est que vous avez commis la tentative de meurtre. Et selon le code, la tentative d'un crime est punie au même titre que le crime. C'est ce que j'avais lu ici. Oui. Ça veut dire que si nous sommes des étudiants et qui écoutons bien, nous allons savoir que vous avez tenté un meurtre, c'est que vous êtes puni de la même peine que celui qui a commis le meurtre. Donc vous ferez mieux de ne pas tenter ou bien d'en faire. Voilà. Article 166. Le meurtre est puni de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. 1. C'est-à-dire que, à part ce qu'on a dit là, maintenant s'il y a d'autres conditions, ce sont les circonstances aggravantes du meurtre. D'accord. C'est pour ça qu'on dit le meurtre est puni de 20 à 30 ans. On avait dit 10 à 20 ans. Donc de 20 à 30 ans. 1. Lorsqu'il précède, accompagne ou suit un autre crime. C'est la première condition. Oui, c'est la première condition. 2. Lorsqu'il a pour objet de préparer, faciliter ou exécuter une infraction. 3. Lorsqu'il a pour objet de faciliter la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice. Parce que c'est tellement clair que je ne veux pas me fourvoyer, à moins que si tu n'as pas compris quelque chose. Sinon c'est clair quand même. 4. Lorsqu'il a été commis dans un but rituel, mystique ou anthropologique. Là je peux expliquer. Il arrive que on dise que une catégorie de personnes, et lorsque on arrive à exterminer cette personne, on a la possibilité d'enlever la bosse. Je veux parler des bossus, et que la bosse là, c'est de l'argent. Et je puis vous dire que lorsque j'étais à Noté, on avait eu un dossier comme ça, où un monsieur, et que les gens croyaient bossu, mais n'en était pas bossu, ont eu. En fait, c'est pas qu'on l'a tué. Là, ce n'est pas un meurtre qui a été commis. Là, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est mort. Il a été déposé à la morgue. Mais les gens pensaient que c'était un bossu. Ils sont allés voler le cadavre.
Avec la complicité des Pour pouvoir lever la bosse. Oui, avec la complicité des morguiers. Oh, bon, ce qui était à Noche, ça s'est passé dans les années 2012-2013. Les gens peuvent se rappeler, il y a eu vol de cadavres à la morgue de Noche et c'était pour, comment on l'appelle, enlever la bosse. Maintenant, dans notre sens ici, ça veut dire quoi? Si par exemple le bossu de son vivant avait été tué pour qu'on puisse faire des cérémonies rituelles pour de l'argent, ou bien on dit parfois aussi les albinos, on tue un albinos parce qu'on se dit, et quand on le tue pour faire des sacrifices, ça donne. Bon, je ne peux pas savoir ce que, puisque je n'ai jamais fait, je ne sais pas, mais et heureusement aussi que ces choses-là n'abondent pas trop chez nous. Oui, c'est vrai, Dieu merci. Donc, 5. Lorsqu'il a été commis en réaction à un comportement perçu comme ayant porté atteinte à l'honneur de la famille. Donc, ces conditions-là, ces conditions 5-là, aggravent le meurtre-là. Ça, c'est aggravation du meurtre seulement. Oui. Maintenant, on va aller à l'assassinat. C'est-à-dire que ça, c'est différent. D'accord. L'assassinat encore, c'est autre chose. Article 167. L'assassinat est le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. La préméditation est le dessein réfléchi formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé. Le guet-apens consiste à attendre en un lieu un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des violences. Donc, on explique ici. Ça dit pourquoi on dit que quelqu'un a commis un assassinat. Ça veut dire qu'il a prémédité. C'est-à-dire qu'il a d'abord, il est resté quelque part et il a organisé ce meurtre. Il a copieusement réfléchi, voilà, planifié. C'est ça. C'est ça, c'est la préméditation. C'est-à-dire, la personne lui faisait des choses. Il a dit, lui là, demain c'est que je dois le tuer. Et il a mis mesure en œuvre pour pouvoir y arriver. Exécuter son plan. Maintenant, le guet-apens, c'est quoi? C'est-à-dire, vous savez que la personne que vous voulez tuer, elle prend un tel chemin. Vous allez, vous le piéger et vous l'attaquez. D'accord. Ça, c'est le guet-apens. Peut-être, vous, dans votre entendement, vous voulez juste lui donner une correction. Peut-être pas pour le tuer, c'est pour ça qu'on a parlé de violence volontaire. Bon, je vais donner l'exemple d'un ami, et ça c'est toujours à Noche. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a un voisin pour qui tout prospère, mais lui, il a perdu un ou deux de ses enfants, et selon ces charlatans, où on lui aurait dit, après s'être renseigné chez les féticheurs, que c'est son voisin qui tue ses enfants. Oui, donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, et il sait que son voisin, il va au champ, il connaît ses habitudes, il revient du champ vers telle heure, et donc il se positionne, il va faire un guet-apens, il attend pour se débarrasser de lui. Pour se débarrasser de lui. Et lorsque le voisin arrive, qu'est-ce que monsieur fait? D'abord, il prend son fusil et il lui tire dessus. Et seulement, et c'était à côté de la rivière, le gars ayant pris un coup a sauté dans la rivière, et donc monsieur, comme il avait tout préparé, il avait un coupe-coupe, soit disant que le monsieur, comme c'est un sorcier, il peut disparaître avec un seul coup de fusil. Donc il est allé et lui asséner des coups et autres dans l'eau jusqu'à ce que la personne ne décède et il part. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il part comme si de rien n'était. 3 jours, on cherche le monsieur, on ne le trouve pas dans le village.
Maintenant, on vient retrouver le monsieur, bon, vous-même vous savez, avec le séjour dans l'eau, il est devenu verdâtre, nos amis les poissons se sont chargés de ses yeux et des parties. Donc, après les photos, le jour de son inculpation, et j'ai fait semblant comme si de rien n'était, j'ai sorti la photo, je lui ai montré, mais il dit non maman, c'est pas lui, c'était pas comme ça, je ne l'ai pas laissé comme ça dans l'eau. Comme quoi ce sont les poissons qui ont fait le reste. J'ai dit et il a expliqué ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que lui, il a été poursuivi pour assassinat et à la fin il a été aussi condamné pour assassinat. Donc article 168, toute personne qui se rend coupable d'assassinat est punie de 20 à 50 ans de réclusion criminelle. Je répète bien. C'est-à-dire, celui qui se rend coupable d'assassinat est puni de 20 à 50 ans de réclusion criminelle. On ne badine pas. C'est-à-dire que ce sont des criminels. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a voulu ôter la mort à l'autre, mais il l'a préparé soigneusement. Il est allé également l'attendre. Donc c'est beaucoup de choses à la fois. D'accord. Voilà. Madame, je voudrais poser une question. En fin d'année là, il y a des trucs qui se passent comme quoi il y a des gens, quand on te touche là, tes sexes vont disparaître. Bon, je ne sais pas si ce genre de choses arrivent à votre niveau, si ces cas-là ont été, vous ont été apportés et vérifiés. Comment l'infraction est punie? En fait, moi ça me fait rire. Je ne sais pas si c'est vérifié ou pas. D'accord. En fait, dans le code, il n'y a pas de disposition qui dit que si quelqu'un fait disparaître l'organe génital de l'autre, il est puni de tel à tel. Il n'y a pas. Depuis là, on a commencé par lire. On va continuer jusqu'à la fin. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens dit qu'il est arrivé qu'ils ont fait disparaître. Mais très souvent ou généralement, on fait appel aux féticheurs, à d'autres féticheurs puissants pour amener le sexe disparu ou l'organe génital à l'autre. Très généralement. C'est ce que je peux dire. Je peux continuer? Oui, continuez. Article 169 constitue un parricide le maître commis par un descendant sur la personne de ses pères ou mères biologiques ou adoptifs ou les ascendants de ces derniers. J'explique. On dit parricide, c'est quoi? C'est quand un enfant tue son père ou sa mère ou ses grands-parents. Parricide. Parricide. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas donner votre exemple. Vous savez, je ne le ferai pas. C'est-à-dire si quelqu'un tue son père ou sa mère ou même ses grands-parents, c'est-à-dire le père de son père, la mère de son père ou le père de sa mère, la mère de son père. Bon, c'est juste ça. Article 170. Toute personne qui se rend coupable du parricide est punie de 20 à 30 ans de réclusion. C'est bon. Article 171 constitue un infanticide, le meurtre d'un enfant âgé de moins de 18 ans. C'est-à-dire, si un enfant a été tué par n'importe qui, il n'a pas encore 18 ans, c'est de 0 à 17 ans, donc on va parler d'infanticide. Article 172, l'infanticide est puni d'une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Ok, on passe au paragraphe 2 de l'empoisonnement et de l'administration de substances nuisibles à la santé. Article 173. L'empoisonnement est le fait d'attenter intentionnellement à la vie d'une personne par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites. Empoisonnement. Article 174. Toute personne qui se rend coupable d'empoisonnement est punie du maximum de la réclusion criminelle à temps. La tentative d'empoisonnement est punie de la même peine. Ce que je peux dire à propos de l'empoisonnement, parce que ces derniers moments, nous avons constaté que les jeunes ou les gens qui se disent, ils ont des amis, ils sortent avec eux pour aller manger, pour ses anniversaires, ses mariages ou ses funérailles. Et très souvent, on apprend que
et la personne est morte parce qu'elle a été empoisonnée par ses amis. Et il y en a qui sont restés à l'hôpital. Moi, ce que je suggère, si quelqu'un a été empoisonné, il y a des signes qui prouvent que c'est un empoisonnement. Et s'il y a ces signes, portez plainte et si possible, demandez à ce que votre parent soit autopsié. C'est-à-dire qu'on fasse l'autopsie du corps de votre parent pour déterminer si effectivement il y a empoisonnement ou pas. Et maintenant, pour qu'on puisse faire des enquêtes, on procède aux enquêtes. Ne pas dire seulement. Parce que on peut avoir un souci gastrique et mourir, mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui vous est empoisonné. On peut manger certaines choses et on ait des intoxications. Il faut différencier l'intoxication de l'empoisonnement. Parce qu'on peut s'intoxiquer, on peut manger ou mélanger deux aliments qui peuvent nous conduire à la mort. Et on va penser qu'on a été empoisonné. Donc c'est seule l'autopsie qui détermina est-ce que vous avez été empoisonné ou bien peut-être vous êtes mort d'une mort naturelle. C'est une coïncidence. Les gens ont mangé des champignons. Des champignons qui n'étaient pas comestibles et ils en sont morts. Moi, j'ai eu un cas à Sotoubois. Quand j'étais à Sotoubois, il y a un pépé et une mémé. C'est deux personnes âgées au village. Ils ont demandé à une jeune fille de venir moudre une racine ou une écorce, je crois. Pour eux, on a dit que ce truc-là, c'est un médicament contre les maux de ventre ou bien quelque chose comme ça. Parce qu'on dit que vous-même qui allez moudre cette écorce ou racine, vous ne devez pas sentir l'odeur avant de boire. Donc, c'était une autre personne, ils ont appelé. Quand la jeune dame est venue le faire, avant de leur donner à goûter, elle a goûté un tout petit peu. Les deux sont morts après avoir bu cette potion. Et après, on s'est rendu compte que la fille même, elle avait été intoxiquée. On l'a amenée à l'hôpital, grâce à Dieu. Comme elle n'avait pas pris beaucoup, elle n'est pas décédée. Donc, on a su que c'était juste la racine là qui les a tués. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas parler d'empoisonnement pour parler d'empoisonnement. Il faut qu'on puisse le déterminer par l'autopsie. On peut continuer. Le temps aussi. On va terminer avec l'article 175, c'est bon? Toute personne qui cause à autrui une maladie ou une infirmité en lui administrant contre son gré ou par machination, abus de pouvoir ou tromperie des substances nuisibles à la santé est punie d'une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 millions à 25 millions. Si l'administration de substances nuisibles à la santé occasionne une invalidité grave, son auteur est passible de 10 à 20 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 10 millions à 50 millions. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Bien sûr qu'on peut s'arrêter ici. On va se donner rendez-vous pour le prochain numéro. Tout a été clair, je suis sûr, et pour nos chers amis auditeurs ou qu'ils étaient à nous suivre dans cette émission. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de l'émission. Vous allez placer un mot pour clôturer. Merci. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Et si aujourd'hui nous nous sommes donné ce devoir de sensibiliser ou d'apporter la loi à tous, c'est que nous voudrions que ceux qui écoutent cette émission, qui puissent pouvoir la partager pour éviter que l'ignorance ne tue les autres. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, madame, pour les explications et détails dans cette émission. Éclaircissement aussi, vous avez tout suivi ou que vous nous avez écouté. Je suis Philippe Adika pour l'animation. Merci et bonsoir à vous.